sur l'ordinateur. Donc, bonsoir, chers tous. Bonsoir à tout le monde. Et, comme je le disais, j'ai l'immense plaisir de débuter cette série de présentations sur la neuro-oncologie, qui est une grande partie de notre spécialité de neurochirurgie. La neuro-oncologie, nous allons commencer cette neuro-oncologie, cette série de présentations sur la neuro-oncologie par les manifestations cliniques des tumeurs cérébrales et leur prise en charge. Donc, moi, c'est Hugues Deponou, je suis résident de neurochirurgie à Paris Militaire de Rabat. L'objectif de cette présentation va se décomposer en 4 points. Nous allons parler du contenu de la boîte crânienne, ses composants. Nous allons décrire les syndromes révélateurs de la tumeur cérébrale. Nous allons identifier l'HTIC, l'hypertension intracrânienne, ainsi que sa décompensation, et élaborer un plan pour leur traitement et en discuter. Ici, c'est juste pour montrer les différentes parties où on peut avoir les tumeurs. Les tumeurs, on peut les avoir dans toutes les différentes parties au niveau du cerveau. Et là, par exemple, pour montrer au milieu ici, à l'immédiane, où il y a plusieurs structures, la région péniale, le corps calleux, les gris centraux. On a ici cette image qui montre une tumeur qu'on peut retrouver au niveau de gris centraux en profondeur, une tumeur qui est corticale sous-corticale, une tumeur qui est corticale par ici. Nous avons, comme je le disais, dans ce tableau, on voit clairement cette tumeur que nous pouvons voir dans l'immédiane. Au niveau des hémisphères, on peut avoir les métastases et les lymphomes. Au niveau des ventricules, nous pouvons avoir les méningiomes, les épendymoses et autres, les kyscolloïdes. Et au niveau des méninges, nous pouvons avoir les méningiomes et les tumeurs qui s'y associent, comme les hémangiocytomes. Donc, il n'y a pas une région précise où on peut dire, bon, ici, on peut avoir des tumeurs, ici, d'autres parties, on ne peut pas l'avoir. D'autant plus que ces tumeurs dérivent des structures qui composent le contenu de la boîte crânienne. Alors, après ce petit rappel, nous allons bondir sur les syndromes pour dire que le regroupement syndromique concernant la présence d'une lésion tumorale dans une lésion tumorale cérébrale, on peut avoir une hypertension intracrânienne, on peut avoir affaire à un patient qui présente un syndrome focal, localisation ou c'est-à-dire un déficit. On peut avoir un patient qui présente une épilepsie, c'est-à-dire un syndrome irritatif. On peut avoir un patient qui présente un syndrome endocrinien ou c'est-à-dire un trouble hormonal. Et ici, avec la particularité de l'enfant et du nourrisson, on va en parler. Et sans oublier la découverte fortuite des tumeurs cérébrales au niveau de l'imagerie chez un patient qui, a priori, ne présentait pas de symptomatologie, mais ceux qui ont parti faire le scanner pour autre chose et on voit que c'est une tumeur cérébrale qui est là. L'HTIC, l'hypertension intracrânienne, le patient va se présenter avec des céphalées matinales qui seront soulagées par le vomissement, les vomissements qui n'ont aucun rapport avec l'alimentation, suivi des troubles visuels. Le petit enfant, il faut faire attention à une macrocranie, donc il faut mesurer le périmètre crânien. Il faut vérifier la fontanelle qui est souvent tendue. Ceci, c'est juste pour vous montrer, ou bien pour rappeler les 3 secteurs, la loi de Monro-Kelly, le volume du parenchyme, le volume du LCR, le volume du sang, qui doit constituer une constante. Si ce n'est pas constant, ça ne reste pas. S'il y a un compartiment qui ne reste pas constant, et là, ça va poser un problème. Alors, bon, brièvement, le volume du parenchyme est autour de 1400 grammes sur l'individu moyen. Sur l'individu moyen, le sang tourne autour de 50 ml et puis le LCR tourne autour de 140 ml, sachant qu'il y a une production de 20 ml par heure, 500 ml par jour. Quand est-ce que nous pouvons dire que ces patients décompensent? Les patients décompensent lorsqu'ils présentent des éclipses visuelles. L'éclipse visuelle, c'est un noircissement de la vision. Le patient perd la vision complètement, il voit complètement du flou, du noir. Ce n'est pas flou visuel, mais il voit du noir pour quelque temps, la vision revient. Et ça arrive lorsque le patient se penche en avant, très souvent. Et il peut présenter des crises épileptiques dues à l'hypertension intracrânienne. Il faut savoir que déjà là, il décompense. Les troubles de la conscience peuvent survenir, le coma aussi, pourquoi pas, et aussi le décès. L'hypertension intracrânienne facilement peut emporter le patient. Chez le petit enfant, l'enfant va se présenter avec les yeux en cuir de soleil, avec une hypotonie.
Et tout ceci s'aggrave par l'engagement des structures nobles chez ces patients-là. Cette courbe, c'est juste pour montrer que l'installation de l'hypertension intracrânienne, que si l'installation est rapide, le patient n'a pas le temps de mettre en place ces compliances d'adaptation. Ça évolue très vite. C'est pourquoi au niveau de la courbe C, le patient qui rapidement montre une évolution, une augmentation de la courbe de l'hypertension intracrânienne va vite compenser par rapport aux autres patients B et A et C qui l'évolution est en crescendo. Lorsque vous avez un patient qui est en HTC, il faut demander un fond d'œil, rechercher un œdème papillaire. Rechercher l'œdème papillaire, ne l'oubliez pas, demandez le fond d'œil pour rechercher un œdème papillaire et n'oubliez jamais le fond d'œil pour rechercher un œdème papillaire. Oubliez, il faut demander le fond d'œil. Vous avez un patient qui est en HTC, demandez le fond d'œil. Parce que le fond d'œil fait partie en ce moment-là de la partie clinique. Ce n'est plus un examen paraclinique ou d'extension ou voilà. Ça fait partie de l'examen clinique du patient. Donc, vous suspectez la STIC, alors, cher ami, s'il vous plaît, obtenez un résultat de fond d'œil. Bon, ceci étant dit, quand est-ce que nous pouvons dire que le patient il est en HTC? C'est lorsque la pression intracrânienne est supérieure ou égale à 20 mm de mercure ou 27 cm d'eau. Et on dit que cette pression intracrânienne est réfractaire lorsque la pression se trouve à rester supérieure à 20 mm de mercure pendant 20 minutes, une prise de pression d'une heure. Nous avons parlé tout à l'heure d'engagement au niveau cérébral qui est responsable de tous ces dégâts qui se causent jusqu'au décès du patient. Voilà l'illustration, on en a parlé la fois dernière. Dr. Niquez nous a montré cette image quand il parlait d'hématome extradural. Cela en est aussi pour les patients qui sont en HTC, parce qu'en plus des 3 compartiments que nous avons parlé, il y a une lésion qui s'y ajoute, qui cherche à se faire de l'espace. Et là, on peut avoir un engagement au niveau de le lobe singulaire peut glisser sous la faux, l'oncus de lobe temporal peut glisser, s'engager dans le foramen de Paccioni, le foramen qui rejoint la partie subtenturielle et la partie sous-tenturielle, qui passe par du cervelet. Cet engagement, en effet, va faire un effet de masse sur le tronc cérébral, le patient va prendre des troubles végétatifs et ce qu'il en suit. Alors, le symptôme déficitaire, qu'est-ce qu'on a? Ça dépend largement de la localisation. Le patient peut venir avec une hémiparésie, il va dire qu'il avait les lourdeurs d'un côté, voilà, lourdeur de l'hémicorps. Peut-être une hémiparésie, si ça dépend de la localisation de la lésion. Il peut se présenter avec des troubles de comportement, par exemple, avec des troubles. Ses collègues du boulot peuvent dire qu'ils n'arrivent plus à s'organiser, à raisonner et tout. Donc, on peut savoir déjà que nous avons affaire à une lésion qui se trouve probablement au niveau de l'eau frontale et tout. Donc, le déficit qu'on peut avoir chez ce patient va largement dépendre de la localisation. Et aussi, le syndrome irritatif, aussi, c'est la même chose, ça dépend de la localisation. Par exemple, une tumeur qui est en lobe, qui est en temporal, le patient peut prendre avec une éclaircie temporale, ça dépend d'une tumeur qui cause une irritation du cortex, le patient peut convulser, parce que ce n'est pas toutes les localisations qui donnent une convulsion. Par exemple, il y a aussi d'autres lésions, par exemple le gliome de Barrett sur les yeux jeunes. Ce sont des lésions qui sont spécifiquement producteurs de les lésions qui sont dites pleptogènes. Voilà. Donc, l'autre syndrome, le 4e, c'est l'endocrinien, les troubles endocriniens. Laisse ça pour le chapitre qui va traiter de la tumeur céllaire et supracéllaire, en l'occurrence des adénomes hypophysaires. C'est un grand chapitre, on va en décortiquer au cours de cette série de neuro-oncologie. Mais il faut juste savoir qu'il y a 5 axes auxquels il faut faire attention. La particularité chez le nourrisson, c'est que les premiers signes neurologiques sont tardifs et difficiles à percevoir. Les signes d'hypertension intracrânienne comme le vomissement sont au premier plan chez le nourrisson. Un retard de développement psychomoteur peut être observé sur un fond d'irritabilité. Le nourrisson peut perdre ses acquisitions. Vous avez un nourrisson qui asseyait déjà, ou bien qui peut-être se tient debout déjà, mais qui ne se tient plus debout. Il perd les acquisitions. Un nourrisson qui est un nourrisson n'a plus l'âge de montrer des réflexes
automatique, mais qui montre les automatismes, donc ce n'est pas du tout normal. Nous avons la mesure du périmètre crânien qu'il faut faire automatiquement et vérifier la fontanelle. Chez l'enfant, on assiste à des difficultés scolaires, vomissements et troubles de l'équilibre, comme des signes révélateurs d'une lésion cérébrale chez les enfants. En dernière position, il nous a plu de compléter à cette liste les manifestations psychiatriques des tumeurs cérébrales et j'ai trouvé cet article que j'ai lu et c'était très intéressant. Je vous le recommande. Et les auteurs ont pris soin de dire que les manifestations psychiatriques dans les tumeurs cérébrales sont polymorphes. Il s'agit de syndromes dépressifs, maniaques, troubles psychotiques, troubles de comportement et alimentaires. Voilà. Ce qui fait que nous demandons à nos collègues qui sont nos collègues psychiatres de ne pas juste traiter les patients, mais d'envoyer le patient faire tout au moins le scanner, voir s'il n'y a pas une lésion évolutive qui est en dessous de ces manifestations psychiatriques. La prise en charge, qu'est-ce qu'il faut faire? Traitement de l'hypertension crânienne, nous avons la loi de Monro-Kelly, dont on a parlé, avec les 3 composants, le volume sanguin, le volume du LCR et le volume du parenchyme. Maintenant, ici, ajoute maintenant le volume tumoral. Vous voyez? Et on doit faire en sorte que malgré l'arrivée de cette nouvelle composante, ces 4 compartiments soient approximativement constants. Alors, mais attention, le volume tumoral, lui, il ne vient pas seul. Il vient avec toute sa famille, il vient avec tout un monde, il est accompagné de tout le monde. Il vient avec des cellules, des néovascularisations, des nécroses, des espaces intercellulaires. Tout ça, c'est déjà beaucoup pour un crâne qui est inextensible. C'est déjà beaucoup pour un crâne. Attends, je vais arrêter le micro de quelqu'un. Voilà. J'ai le son. Tout ça, c'est déjà beaucoup pour... pardon. Il y a beaucoup pour un crâne qui est inextensible. Et qu'est-ce qui se passe en réalité lorsque cet étranger vient s'incruster dans cette boîte crânienne qui ne contenait que le sang, le cerveau, le parenchyme cérébral avec le RCR? Mais il y aura beaucoup d'événements. Et un étranger est venu. Première chose, s'il s'agissait d'une tumeur qui entrave la circulation normale du LCR, on aura affaire à une hydrocéphalie obstructive, une tumeur du V3, une tumeur du V4, ou bien une tumeur de la région péniale qui comprime le V3 ou bien qui comprime la quine du civirus, par exemple. Et le patient va se présenter avec une hydrocéphalie obstructive qu'il faut traiter. Au niveau du parenchyme cérébral, on aura un œdème cérébral, une plage d'édème périlésionnel. Bon, ce n'est pas toutes les tumeurs qui donnent des œdèmes périlésionnels, bien sûr, en l'occurrence, mais la plupart des tumeurs que nous aurons, la plupart des tumeurs donnent cet œdème périlésionnel. Et il y a 3 types d'œdème. Nous avons l'œdème vasogénique, peut-être vasogénique interstitiel ou neurotoxique. Donc, bon, on va en discuter plus tard si vous voulez en parler. On peut en discuter ces 3 types d'œdème. On peut avoir un œdème, mais en l'occurrence, par rapport aux tumeurs cérébrales, nous avons affaire beaucoup plus à l'œdème vasogénique. En discussion, on peut aller plus en détail si vous voulez en discuter. Donc, à part l'œdème, on a le sang. Au niveau du sang, qu'est-ce qui se passe réellement? Il y a la réaction de Cushing ou le réflexe de Cushing. Lorsqu'il y a cette 3e composante qui s'est installée, cette lésion qui est dans le cerveau, il y a plusieurs réactions. Donc, au niveau du sang, physiologiquement, le cerveau va réagir pour garder une perfusion cérébrale normale. Ce qui fera que le patient va présenter un triade appelé triade de Cushing qui est fait d'une augmentation de la pression artérielle, d'une réduction du battement cardiaque, du rythme cardiaque, d'une irrégularité de la respiration. Donc, on parlera d'une hypertension systolique, d'une bradycardie et d'une irrégularité de la respiration. Donc, lorsque vous avez ces 3
ce triade-là, eh bien, votre patient est en train de vous faire le réflexe de Cushing. Attention, lorsque le patient présente le réflexe de Cushing, ça semble être déjà trop tard parce qu'il est en train d'engager. Il va engager, il va décéder les quelques minutes qui suivent ou quelques heures qui suivent. C'est un signe d'urgence. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? De façon globale, il faut mettre le patient en proclive. Il faut surrelever sa tête légèrement, 30 degrés. Cela permet une bonne perméabilité des vaisseaux du cou et ça libère un peu la circulation sanguine et puis la pression diminue un tout petit peu. Sur le plan de la tumeur elle-même, on va s'attaquer au compartiment un à un. Sur le plan tumoral, il faut évoluer et aller faire une réduction tumorale si les fonctions vitales du patient le permettent, si le réanimateur dit qu'il peut endormir, il n'y a pas de problème. Il faut procéder à une réduction tumorale chez ce patient. Au niveau du LCR, si le patient a une compression, par exemple, une céphalie obstructive, on peut y aller, on peut faire une dérivation, une ventriculocysténotomie, on peut faire une DVE, on peut faire une DVP. Pour tout ça, là, c'est juste dans l'optique de faire couler le LCR afin de libérer un compartiment pour faire l'équilibre, pour chuter la pression intracrânienne. Et ça, c'est au niveau du LCR. Au niveau du parenchyme cérébral et de la tumeur, évidemment, nous mettons du mannitol, pardon. Donc, le mannitol, 30 grammes toutes les 6 heures, pendant 2 à 3 jours avant la chirurgie, s'il s'agit d'une chirurgie éveillée, parce que pour les tumeurs qui sont dans les zones fonctionnelles, qu'on veut faire le mapping avant de les opérer et on y va par chirurgie éveillée, pour cette tumeur-là, il faut mettre 30 grammes de mannitol les 6 heures pendant 2 à 3 jours avant l'opération. Alors, mais si vous amenez votre patient en préopératoire, vous voulez l'opérer directement et que vous avez fait l'abord, on voit que comment on dit ça, la tumeur est tendue, donc le cerveau est tendu, il y a un gonflement cérébral, le cerveau est tendu. Alors, vous demandez au réanimateur de détendre le cerveau. Il mettra un bolus de mannitol, 0,5 à 1 gramme par kilo pendant 20 minutes et puis je pense que vous pourrez facilement naviguer sans aucun problème. Il y a les diurétiques qui sont recommandés aussi, mais pas tout le monde qui le fait. Mais nous, ici, nous mettons du mannitol 20%, 100 cc toutes les 8 heures et de solumedrol 120 mg deux fois par jour, qui relâche réellement et ce qui nous permet de traiter cette hypertension intracrânienne sur le patient-là. N'allez pas mettre de DVP chez un patient qui a des troubles de conscience ou bien qui a des comateux. Pourquoi? Parce qu'on ne sait pas est-ce que ça donne ou pas, est-ce que le drain marche ou pas, est-ce que le patient il a des troubles de conscience ou il est comateux, mettez simplement une DVE. Comme ça, vous pourrez facilement manipuler, savoir que oui, le drain a été mis à telle pression, ça a donné 400 cc, 150 cc par exemple en 24 heures, et vous pourrez juger de l'évolution clinique du patient. Pour finir, on va parler de l'urgence fonctionnelle, l'urgence diagnostique, en disant, bon, ACI, on en a parlé, il faut agir sur le volume tumoral, l'œdème, agir sur l'hydrocéphalie, agir et s'il y a une hémorragie, un hématome, il faut l'évacuer. Ici, on fait attention avec les torticolis débutants chez les patients, surtout les patients jeunes, qui ont des torticolis. C'est des patients qui sont déjà des signes de gravité intracrânienne. J'en ai déjà reçu 2 ou 3 comme ça, pour lesquels ils ont appelé. C'est des enfants jeunes, 12 ans, 13 ans, 12 ans à 15 ans, pour lesquels on appelle pour torticolis sur un fond de céphalie intermittente ou vomissement une fois en passant et tout. Donc, il ne faut pas hésiter à demander un fond d'œil, à faire un scanner et tout pour éliminer une hypertension intracrânienne. C'est-à-dire que le patient serait déjà en situation grave en ce moment-là. L'acuité visuelle et l'écrit visuel doit interpeller aussi. Le traitement médical devient pour certaines tumeurs cérébrales un traitement de première intention. Donc, il ne faut pas se précipiter. Puisque vous connaissez déjà, vous aurez la connaissance ou bien vous connaissez déjà tout ce qu'il y a sur les tumeurs pédiatriques et sur les tumeurs qui n'ont pas besoin de chirurgie en première intention, alors vous serez en mesure de savoir que, attention, c'est une tumeur, c'est une lésion céllaire ou lésion de la région pénéale. Il faut que je demande des marqueurs tumoraux qu'on peut demander par un prélèvement sanguin ou au niveau du LCR. Et on peut doser aussi, ou sinon, il faut doser la prolatine. Il faut doser la prolatinémie, il faut chercher la prolatinémie.
Au niveau des lésions cellulaires, par exemple, cela permet de savoir si, parce que par exemple, si vous avez un prolatinome, ce sont des microadénomes qui sont très peu visibles, même sur l'IRM, on ne les voit pas très bien. Et ce sont des tumeurs qu'il ne faut pas aller précipiter pour aller opérer, par exemple. C'est des tumeurs où vous prenez le patient, vous avez votre confirmation au niveau du dosage, vous l'adressez aux endocrinos, ils vont antagoniser avec docines ou autres molécules. Et c'est au cas où ça ne marcherait pas qu'on va vous avoir le patient pour faire l'IRM et voir s'il faut l'opérer ou pas. Ici, c'est pour, en pratique, soulager le patient. On a dit tout à l'heure, il faut mettre en proclive. Appelez le réanimateur, il ne faut pas hésiter s'il a des troubles de conscience sévères où il est comateux. Appelez le réanimateur qui va l'intuber, sédater s'il le faut, mettre de magnétol et traiter l'épilepsie. N'oubliez jamais de faire le bilan sanguin. C'est dégueulasse de venir le matin et de voir que le médecin de garde a choisi un patient, même pas de bilan, et voilà. Donc, il faut faire le bilan. En tout état de cause, faites toujours le bilan du patient. L'inogramme sanguin, créatinémie, bilan préopératoire, NFS, plaquette, la crase et tout. Discutez avec le neurochirurgien de garde, vous êtes résident ou interne. Il y a un neurochirurgien qui est déjà diplômé, qui est neurochirurgien, qui est à la sprint de garde. Discutez avec lui par rapport à l'urgence réelle, l'urgence immédiate, discutez avec l'indication opératoire. Mais, quoi qu'il en soit, même s'il dit qu'il n'y a pas d'indication chirurgicale pour ce patient, je nous en prie, laissez le patient à jeun. Parce que l'équipe qui va venir le lendemain matin peut prendre une autre décision. C'est-à-dire l'équipe du service peut venir le matin au cours de la visite, on peut prendre la décision de l'opérer. Donc, laissez le patient à jeun. En conclusion, nous pouvons dire que la manifestation clinique de tumeurs cérébrales sur les perceptions intracrâniennes, syndrome déficitaire ou focal, irritation ou épilepsie, syndrome endocrinien ou trouble hormonal, en particulier des signes particuliers chez l'enfant ou le nourrisson. Et en dernière position, nous avons parlé des manifestations psychiatriques. Je vous remercie pour votre attention. Nous remercions le docteur pour sa présentation. Vous avez pu tenir quand même dans le temps. Et puis, c'est une présentation assez riche aussi. Ça a été vraiment précis et puis concis aussi. Donc, nous allons inviter donc ceux qui ont des interventions ou bien ceux qui ont des préoccupations à se prononcer pour la discussion. Merci. Donc, déjà pour ma part, je voudrais savoir, c'est concernant l'hypertension intracrânienne. L'hypertension intracrânienne, la valeur seuil, c'est ça qui me déroute un peu moi. Tantôt, j'avais lu entendre dans l'UMC qu'on parle d'hypertension intracrânienne lorsque la pression intracrânienne dépasse, est supérieure à 15 mm de mercure. Mais dans la présentation, c'est dit que lorsque c'est supérieur à 20 mm de mercure, donc de temps en temps, je ne sais pas si les valeurs varient, donc je voudrais savoir de façon précise quand est-ce qu'il faut parler d'hypertension intracrânienne au fait. Merci, docteur. 15 mm de mercure dont on parle, c'est la valeur moyenne, la valeur normale qu'il faut. C'est ce qu'on espère avoir. Donc, les recherches, les publications qui ont été faites, on parlait de 20 mm de mercure sur 20 minutes. Bon, dans la pratique, on ne le fait pas exactement comme ça. Je ne sais pas si d'autres le font dans leur service comme ça, dans la pratique. Sinon, le patient, s'il a un HTC, c'est-à-dire, nous n'avons pas les moyens de le faire. Voilà ce qu'il faut dire. Parce que tu ne vas pas aller faire une ponction lombaire à un patient qui a un HTC. C'est contre-indiqué, par exemple. Donc, les moyens pour le faire, c'est avec d'autres matériels qui sont disponibles au niveau de la réanimation que nous n'avons pas. C'est les pics. Les pics intracrâniens, c'est des pics qu'on introduit intracrâniens pour mesurer cette tension-là. Donc, on mesure la tension, c'est des pics qu'on essaie, comme si on faisait une DVE, on essaie et puis quand tu mets la pique te montre l'oxygénation du cerveau, la pression intracrânienne et tout. Ou bien si le patient a une DVE en place, tu peux mesurer la pression à travers la DVE. Voilà, donc c'est un peu ça. Donc, les 15 mm de mercure, c'est l'idéal, c'est ce qui est idéal. Mais à part les publications, ils ont parlé de 20 mm de mercure par définition, pendant 20 minutes sur une pression mesurée sur 1 heure.
D'accord. Bon, moi, je pense aussi que, je pense qu'en réalité, dans le cadre des tumeurs cérébrales, c'est beaucoup plus la clinique hein, pour l'HTIC. C'est beaucoup plus la clinique, Parce voilà. que, voilà, tu ne vas pas t'amuser à mettre une pique forcément chez un malade porteur de tumeurs cérébrales. Là, c'est beaucoup plus la clinique. Mais comme il t'a dit, c'est voilà, 15 mètres de mercure, c'est le standard, c'est la valeur moyenne de la pression intracrânienne. Maintenant, comment dirais-je? Après, il y a plusieurs définitions. Tu peux avoir une HTIC modérée, on te dira sortir de 20 à 25 mm de mercure, HTIC sévère, morbide, enfin, quand c'est supérieur à 25 à 30 mm de mercure, ça devient une HTC sévère. Ça, c'est des définitions. Mais garde à l'esprit juste la norme. Et puis, tant que tu es au-delà, bon, voilà, et surtout ta clinique, hein, c'est ça qui t'oriente. La clinique et le fond de deuil. D'accord. Merci. Donc, le débat est ouvert. Si vous avez des préoccupations, prononcez une question. Il y a docteur Ferrol, docteur Joris. Merci beaucoup. Hein. Je tenais quand même à remercier Dr. Hugues. Hein. C'est une très belle présentation. Hein. Franchement, digne d'un enseignant. Quoi. Voilà, bravo et merci d'avoir fait, malgré voilà, je sais que tu n'étais pas très disponible, les gardes à gauche, à droite, mais quand même, tu nous as fait une très belle présentation. Donc, merci beaucoup. Et c'est l'opportunité pour nous tous hein, de réviser, d'apprendre. Donc, n'hésitez pas à poser des questions. Et s'il y a des points d'ombre, c'est le lieu de vraiment voilà, élucider tout cela une bonne fois. D'accord? Donc, n'hésitez pas. Je vois qu'il y a de nouveaux. Je ne sais pas si tu me permets, Nickel, si tu peux demander aux nouveaux venus de se présenter. Je pense qu'il y a des nouveaux qui sont là avec nous. Bon, Stachis, on le connaît déjà. Bienvenue, Stachis. Ça fait un moment qu'on t'a plus vu. Bienvenue. Et je pense qu'il y a des nouveaux. Hein. Je ne sais pas si tu peux leur demander de se présenter, Nickel. Merci. Et quelqu'un veut parler, il lève le doigt, ou il coupe enfin, il ouvre son micro, il pose sa question. Quoi. Ou au moins, faites des commentaires sur la présentation. Félicitez au moins, je ne sais pas. Voilà. Je peux parler. Oui, vous pouvez y aller. Oui, c'est Dandy. Bon, je remercie Dr. Hugues pour la présentation qui a été assez claire, synthétisée et voilà quoi. Ça nous a aidé à comprendre beaucoup de choses, en tout cas moi, à comprendre beaucoup de choses. Par contre, j'aurais une question en fait. Je sais que la recherche de l'ASTIC va être essentiellement basée sur la clinique et le fond de deuil, mais je ne sais pas, est-ce que de façon pratique, est-ce que le déno, la mesure du diamètre du nerf optique aussi, en servirait pour quelque chose? Si éventuellement, je ne sais pas, on a l'échographie à notre disposition, bien, bon, est-ce que, enfin, quelle est la place du déno dans ce fait, en fait, dans le diagnostic des hypertensions intracrâniennes, dans le cas des tumeurs, en fait? Est-ce que ça a d'intérêt? Dr. Boladi. Dr. Boladi est là? Oui, oui, allô? Tu as suivi la question? Oui. Je peux te laisser répondre. Parce que c'est lui qui a travaillé sur le projet. Ce projet, on avait un projet en cours, on avait initié un projet de recherche, on devait publier. On a fait un travail sur la mesure de vue systématique concernant la mesure du diamètre de nerf optique dans le cadre du diagnostic de la prise en charge de l'hypertension intracrânienne chez les enfants. Donc, ce que vous dites là, c'est un truc qu'on connaît très bien, mais votre question, c'est par rapport à la place. Si vous êtes dans un service où vous avez accès à l'échographie ou bien, c'est pas seulement l'échographie, hein. Il y a l'échographie, il y a le scanner, il y a même l'IRM, il y a quoi encore? Il y a beaucoup d'autres appareils qui permettent d'apprécier
diamètre du nerf optique quand il s'agit d'une hypertension intracrânienne. C'est Dr Ferro qui a posé la question, c'est ça? Non, c'est Dr Patrick Dandy. À partir du Dandy, ok. Mais est-ce que vous comprenez la physiopathologie qui est derrière ça? Pourquoi est-ce qu'un patient qui a une hypertension intracrânienne, pourquoi est-ce qu'il va avoir un changement du diamètre du nerf optique? Pourquoi? Pourquoi? C'est quoi la relation? Oh, la relation pour moi, c'est, je ne sais pas, ça va être un truc mécanique. Bon, il faut comprendre. Oui, Nickel. Ce que moi je comprends, c'est que, disons, la gaine du nerf optique, c'est un repli de la dumelle. Donc, ce qui fait que s'il y a une augmentation de la... s'il y a une augmentation du SCR, ça va entraîner une augmentation, ça va entraîner le même processus qui se passe au niveau de la dumelle. De l'autre côté, c'est ça qui va se passer au niveau de la gaine du nerf optique là-bas, ce qui fait qu'on aura une augmentation en réalité du diamètre de la gaine du nerf optique. Et puis, ça va faire aussi une augmentation de la pression intracrânienne. C'est ce que moi, j'ai compris. Bon, c'est ça, c'est un peu ça. Il faut, le nerf, le 1 et le 2 sont des faux nerfs, comme on le dit, ce sont les prolongements. Un prolongement, c'est des structures cérébrales. Donc, voilà. Daniel, vous avez compris ce que Nicolas a dit? Oui, bien sûr, bien sûr, okay. bien sûr. J'ai compris, j'ai compris. Donc, c'est un peu ça. C'est ça. Donc, vous pouvez le faire, il faut le faire. Si c'est disponible, il y a plusieurs études qui ont été faites, qui ont montré l'importance de cela. Nous, on voulait regrouper toutes ces études-là afin d'avoir un outil de décision, voir, comparer, voir qu'est-ce qui a marché beaucoup plus que l'autre et qu'est-ce qui est disponible beaucoup plus que l'autre. Et voilà quoi. Bon. Donc, c'est ça. D'accord. Docteur Ferro, vous avez maintenant la parole. Merci. Je remercie beaucoup le docteur Hugues pour sa présentation parce qu'elle fait beaucoup la synthèse de tout ce que j'ai eu à lire par rapport aux manifestations des tumeurs du système nerveux central. J'ai deux petites préoccupations. La première, c'est par rapport au timing. Il y avait une coupe que vous avez, les coupes de Longfield que vous avez montré, montrant la relation entre la rapidité d'évolution de la tumeur avec l'installation de l'hypertension intracrânienne. Et dans un document que je lisais, il disait que plus la tumeur se développe plus vite, plus elle crée des distorsions locales et une hypertension intracrânienne, contrairement aux tumeurs à développement lent. Donc, j'aimerais savoir si cette affirmation se vérifie à travers les courbes que vous avez projetées. La deuxième question que j'ai, c'est par rapport à la prise en charge du syndrome irritatif, c'est-à-dire de l'épilepsie dans les manifestations des tumeurs cérébrales. Bon, pour ce que j'ai vu faire à Dakar, les trois grandes molécules qui sont le plus souvent utilisées, c'est le Keppra, la dépakine et le Tegretol. Le Tegretol, ils le mettent le plus souvent chez des crises partielles chez des adultes ou les enfants. La dépakine, c'est plus systématique chez les enfants et le Keppra ou le Gardénal, ça dépend du chirurgien. Donc, je voudrais savoir s'il y a des guidelines bien précises par rapport à l'utilisation des antiépileptiques ou est-ce qu'il faut utiliser les trucs conventionnels qu'on nous apprend, commencer par le diazépam. Si le diazépam ne marche pas, aller au phénobarbital, ensuite au clonazépam et autres là. J'ai un peu de difficulté par rapport au choix des molécules que les chirurgiens utilisent souvent dans la prise en charge du syndrome irritatif dans les tumeurs cérébrales. Ouais, merci. Merci beaucoup. Merci pour les deux questions. Je vais commencer par la deuxième. C'est d'ailleurs pour cela que vous allez voir que dans ma présentation, je n'ai pas
parler de molécules en ce qui concerne la prise en charge de l'épilepsie. Parce que, bon, il sait qu'il y a trop de choses qui se font, voilà. Bon, mais faites selon votre école. Selon votre école. Si là où vous êtes, ils mettent Keppra ou bien Gardena directement comme ça, ben, et si ça marche, allez-y, faites. C'est sûrement compte tenu de l'expérience ou compte tenu de... Tout ça, ça se donne. Keppra, Gardena, Dépakine, ça se donne. Mais, par exemple, ici, la plupart des patients, on les met sous Gardena. Même dans ce même il y a des écoles qui mettent Gardena un comprimé fois 3 et d'autres mettent un matin, 2 le soir. Bon, voilà. Donc, la question sur la prise en charge de l'épilepsie en Afrique et surtout en Afrique subsaharienne concernant la disponibilité de molécules et quelles molécules utiliser, elle est vraiment profonde et il y a plusieurs études qui sont en cours sur ça. Je ne saurais donner de précision sur ce qu'il faut utiliser. Suivez l'habitude du milieu de votre formation. Et avec le temps, vous-même, quand vous serez neurochirurgien, vous allez vous faire votre petite idée et faire vos choix. Voilà. Vous ne saurez expliquer pourquoi vous mettez tel vos chefs. Donc, mais en tout état de cause, il est bien de mettre le Gardénal. Le patient, si malgré le Gardénal, le patient fait des crises, c'est à ce moment-là maintenant qu'on met le Keppra, 10 mg en demi-comprimé fois 2 ou bien, voilà, un peu ça. Puisque la plupart des patients, c'est des crises partielles qu'ils font, donc même s'il fait des crises, la Dépakine répond à toutes sortes de crises, donc c'est pour cela qu'elle est beaucoup plus sollicitée. Elle répond, que ce soit des crises partielles, que ce soit des crises chroniques généralisées ou pas, la Dépakine est utilisée pour toutes sortes de crises. Et donc, c'est pour cela qu'elle est utilisée en première intention. Et après, maintenant, si le patient malgré la Dépakine ne répond pas, le patient malgré la Dépakine continue à faire des crises, maintenant, on peut associer, on peut diminuer le dosage de la Dépakine et y associer le Keppra. C'est bon, et voilà comment j'ai. Maintenant, par rapport à la première question concernant l'installation de l'hypertension intracrânienne, non, la courbe, il ne s'agissait pas de la vitesse d'installation de la tumeur, non. La courbe était juste pour montrer l'adaptation, la possibilité d'adaptation des tétracompartiments cérébraux par rapport à la décompensation. Pour une hypertension intracrânienne qui s'installe rapidement, le patient n'a pas le temps nécessaire pour que les trois compartiments qui doivent faire une constante puissent s'adapter. Il n'y a pas le temps de s'adapter, il n'y a pas le temps. Les compartiments plus donner. Il y a le compartiment du parenchyme cérébral, le compartiment du LCR qui peut donner de l'espace un peu. Voilà, donc, s'il y a une installation rapide de l'hypertension intracrânienne chez ces patients-là, ils vont facilement et rapidement décompenser leur hypertension intracrânienne. Alors que les patients qui ont connu une installation de l'hypertension intracrânienne de façon insidieuse, chronique, ils vont s'adapter et ils vont tolérer l'hypertension intracrânienne pendant longtemps. C'est ce que la courbe montrait. D'accord, merci. OK. Merci. Oui, docteur Nouroudine. En fait, bon, c'était juste pour un apport par rapport en fait, à la question je pense que c'est Patrick Dondy. En fait, ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que le nerf optique, c'est un prolongement de la substance blanche. Donc, et la portion qui est importante, qui explique un peu la physiopathologie du fait que le diamètre de l'enveloppe, c'est le diamètre de l'enveloppe. Ce n'est pas le nerf optique, c'est l'enveloppe du nerf optique qui va se distendre, qui prendra de volume. C'est qu'en fait, cette portion intra-orbitaire, elle est souvent entourée par du liquide cérébrospinal et de la diomère. D'accord? Du coup, en fait, l'espace sous-arachnoïdien entoure le nerf optique. Et alors qu'on sait très bien que ce nerf optique est connecté aux espaces sous-arachnoïdiens. Donc, toute augmentation de la pression intracrânienne sera transmise en fait à l'espace sous-arachnoïdien, à toutes sortes d'espaces sous-arachnoïdiens.
Donc, le fait que dans cette portion intra-orbitale, on a de l'espace arachnoïdienne, c'est ce qui explique effectivement, en fait, dès qu'il y a une augmentation de la pression intracrânienne, il y aura une distension de l'enveloppe du nerf optique. Donc, c'était juste pour ajouter cela. Ok, merci, docteur. D'accord, Nourdine. merci, docteur Nourdine. Je vous en prie. Ouais. Donc, si quelqu'un d'autre a quelque chose à apporter, c'est vraiment, nous avons encore 4 minutes à passer. Donc, voilà, donc rapidement, docteur Stakis Mpati, c'est un résident senior à Niamey ici. Ils sont en train de finir bientôt, il va soutenir aussi. Docteur Chanel a posté forum, lui vient de partir, c'est un promotionnaire, c'est un de neurochirurgie à Niamey aussi ici. Et puis, nous allons demander à Dr Likas Rumbo de bien vouloir se présenter. Dr Likas Rumbo, vous êtes avec nous? Oui, vous avez la parole. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Docteur Orkas Likas, et je suis pas encore en spécialité, je suis pas encore DES, et voilà, je n'ai pas encore commencé, juste je suis aspirant pour la spécialité de neurochirurgie. Donc, j'ai fait la connaissance de docteur Nourdine et il m'a mis dans le groupe et voilà, donc il m'a juste dit, pour le moment, je suis en train de suivre tout ce qui s'y passe pour pouvoir éventuellement prendre connaissance de la chose et toutefois, lorsque voilà, je vais commencer très bientôt, voilà, parce que voilà, il m'a donné des directives, donc je suis là juste simplement pas, bon, en tant que spectateur, bien étant que j'ai vu beaucoup de choses ici et qui m'ont des rappels et pendant le suis passé. Donc, en tout cas, j'ai vu beaucoup de choses enrichissantes et voilà, ça m'a beaucoup plu. Donc, je suis juste un aspirant et je suis là. Je suis au Bénin. Merci. Ah, d'accord, c'est Dr Orkas Rumbo, en fait, je vois. Ok, bienvenue. Effectivement, oui, il m'a accosté, Dr Orkas, on a fait connaissance. Effectivement, il est aspirant pour faire la neurochirurgie. Il est actuellement à Porto Novo, si je ne me trompe pas. Donc, il est aspirant à faire la neurochirurgie. Donc, je l'ai intégré dans le groupe afin qu'il puisse assister déjà qu'il fasse connaissance au groupe et qu'il puisse assister en fait aux activités. Et bien sûr, pouvoir l'intégrer voilà, dans une des écoles de formation de neurochirurgie très prochainement parce que c'est son souhait. Donc, tu as le soutien de tout le monde ici. Tu peux contacter n'importe qui parmi. Voilà. C'est une petite famille. Donc, à tout moment où tu as besoin, n'hésite pas. D'accord? Et bienvenue encore à toi et merci d'avoir été là. Voilà. N'hésite pas à te connecter régulièrement pour nos activités. Et s'il y a des activités qui t'intéressent, n'hésite pas en fait à te lancer. Tu trouveras des seniors, voilà, des collègues qui vont t'aiguiller et t'orienter correctement. En tout cas, voilà. Bienvenue encore. Docteur Nourdine, est-ce que docteur François, c'est Dimra Béyi? Romaric voulait parler, non? J'avais cru voir ça sans sa main. Mais François aussi, je pense. Donc, il n'y a plus rien de particulier, je pense. Oui, Bon, moi, j'ai pas de questions à poser, sinon c'est juste une félicitation pour Dr Hugues. Cette présentation, c'est pas seulement que les nouveaux qui en bénéficient, mais même nous qui sommes déjà au terrain, on en bénéficie pas mal. On lit seulement dans le tas. Avec des synthèses comme ça nous permet encore, ça nous motive encore de lire encore de plus ou soit d'approfondir. Et cette présentation, je pense que ça dépend maintenant à tout un chacun de nous d'aller détailler encore en profondeur pour savoir. Sinon, c'est
C'est vraiment intéressant. C'est très intéressant et merci à Dr. Hugues pour sa présentation. Je n'ai pas autre chose à ajouter. Merci. Merci beaucoup. Le docteur François a dit qu'il n'a pas de commentaires. Donc, nous allons remercier tous ceux qui ont pu nous honorer de leur présence. Je pense qu'il y a quelqu'un qui voulait parler. Hein. Je ne sais pas c'était qui. Quelqu'un avait ouvert son micro, il voulait parler quand Jim parlait. Là, là il y a une personne qui voudrait parler, je vois. d'accord. Mais il est déjà là, au fait. Donc, si quelqu'un a d'autres interventions, n'hésitez pas, vous pouvez toutefois poser vos préoccupations dans le groupe. On peut continuer la discussion dans le groupe sans souci. Merci Donc, beaucoup. Merci à tous. C'est un plaisir. Nous allons nous tourner vers le dimanche prochain pour la prochaine présentation. Merci. Ok, parfait. Merci. Merci. Bah, je pense